Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau carrefour des collectivités territoriales de Corrèze. Premier plateau donc de cette édition consacré à l'éclairage public innové pour mieux gérer. Alors on se rend tous compte, particulier comme collectivité, qu'on a une hausse du coût de l'énergie, une volonté également d'assurer une transition énergétique dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions. Le développement également de l'intelligence artificielle, de nouvelles modalités donc pour gérer cet éclairage, mais à quel coût, avec quel partenaire. On va répondre à toutes ces questions. Pour répondre à toutes ces questions, donc nous avons la chance d'avoir aujourd'hui donc Monsieur Christophe Petit. Vous êtes vice-président de l'association des maires de Corrèze, vice-président du conseil départemental de la Corrèze et maire de l'Estard. Je vous remercie d'être avec nous. Nous avons également Monsieur Frédéric Soulier, maire de Brive. Merci de nous accueillir encore pour ce carrefour des collectivités. Maire de Brive, également président de la communauté d'agglomération du bassin de Brive. Nous avons également donc Laurent Bartuel, directeur de la Fédération départementale de l'électricité et d'énergie. Merci de votre présence. Et enfin, Monsieur Patrick Martinez, directeur régional de la Banque des Territoires. Merci également. Vous pourrez nous exposer concrètement en quoi vous pouvez aider les collectivités en matière d'éclairage public. Première question, donc je me tourne vers vous, Christophe Petit. Quelle action est-ce que vous, dans votre collectivité, vous conduisez dans le domaine de l'éclairage public et notamment, j'ai entendu parler des actions que vous menez avec le syndicat de la Diège. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, absolument. Donc déjà, au titre de ma fonction de vice-président du département, je suis en charge des aides aux communes et des associations, mais principalement au titre des aides aux communes. Nous avons donc renouvelé dès cette année ce qu'on appelle la contractualisation, donc pour la période 2023-2025. Donc j'ai fait le tour de toutes les communes pour identifier tous les projets qu'elles pourraient avoir sur cette période 2023-2025. Et effectivement, il est ressorti, après avoir fait la synthèse, qu'un grand nombre de communes nous ont sollicité pour tout ce qui concerne la sobriété énergétique. Et notamment, effectivement, leur volonté d'investir donc dans la diminution de l'éclairage public et notamment des opérations de relamping. C'est pourquoi, à ce titre, donc, au niveau du conseil départemental, nous avons dédié une enveloppe de 2,3 millions d'euros pour les deux structures départementales qui existent donc, sur notre département, à savoir le syndicat de la Diège, pour lequel nous allons attribuer une enveloppe d'1 million d'euros, et la Fédération départementale d'électricité, à laquelle nous allons attribuer 1,3 million d'euros, avec pour objectif de diminuer donc d'environ 20% les points lumineux. Et voilà, donc ça, effectivement, avec un calendrier qui est assez serré, puisque la condition pour laquelle nous attribuons cette enveloppe, c'est que d'ici fin 2025, tout soit réalisé. Voilà, donc c'est vraiment un effort très très important qui est fait de la part du département pour permettre justement aux communes d'avoir un reste à charge beaucoup moins important. D'accord, je vous remercie. Donc calendrier serré, vous disiez. 2025 oui, pour avoir... voilà, l'enveloppe qui est dédiée aux deux syndicats, c'est que d'ici 2025, cet objectif soit tenu. Bien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le smart grid, s'il vous plaît? Bon, pour parler anglais, ou réseau électrique intelligent ou voilà, soi-disant intelligent parfois. C'est ça. Donc ce smart grid a été installé sur ma commune, donc la commune de l'Estard. Pourquoi la commune de l'Estard? Tout simplement parce qu'elle est sur ce smart grid a été installé sur un village qui s'appelle le village de Nespou, qui a la particularité donc d'être effectivement à presque 900 mètres d'altitude, mais qui en plus a donc une station d'eau potable, un relais de téléphonie mobile et un relais pour les pompiers. Donc c'est un village qui est très souvent coupé en électricité pour des raisons diverses et variées, donc des branches, enfin tout ce qu'il peut y avoir, des intempéries, etc. Et donc en partenariat avec le syndicat de la Diège, donc c'est une opération qui a coûté plus de 500 000 euros, qui a pour but, en cas de coupure, donc que ce réseau électrique intelligent prenne le relais. En fait, il faut qu'il soit raccordé à un bâtiment, notamment équipé de panneaux photovoltaïques. Donc, on a un agriculteur à proximité qui a ce type d'installation. Donc, ce smart grid est raccordé à ce bâtiment. Et en fait, ce sont des batteries qui se rechargent grâce aux panneaux photovoltaïques. Et lorsqu'il y a une coupure,
c'est ce relais qui permet d'alimenter effectivement la station d'eau potable, les pylônes et bien entendu le village de Nesprou. Alors c'est un investissement expérimental, effectivement, qui a été mis en place depuis 2 ans, mais qui, à mon grand regret, ne fonctionne toujours pas. Et je ne sais pas si un jour on trouvera la solution, mais voilà, il ne fonctionne toujours pas. C'est vraiment très, très dommage parce que cette année, en plus, on a eu énormément de coupures sur ce village, et ce qui occasionne des désagréments très désagréables, effectivement. Voilà. Et vous avez identifié les causes pour lesquelles justement il fonctionnait Alors moi non, puisque c'est Enedis qui est porteur du projet, donc en partenariat avec le syndicat de la Diège. Donc j'imagine qu'ils y travaillent. Je sais qu'il y a régulièrement des personnes qui interviennent sur le système, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne fonctionne toujours pas et c'est très dommage. D'accord, donc encore beaucoup d'attentes en la matière. Beaucoup d'attentes en la matière parce que ça paraissait alléchant sur le papier, effectivement. Ça permettait d'avoir une solution alternative en cas de coupure de courant qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Et notamment donc, pour desservir la population du village, même si elle n'est pas nombreuse, mais en eau potable, puisqu'il y a également pas que les habitants, il y a également un agriculteur avec de nombreux animaux. Et donc en période hivernale, ces animaux sont à l'abri. Et donc quand il y a des coupures d'eau, ça lui pose également de gros soucis. Oui, et puis des investissements financiers réalisés qui sont déjà conséquents. Conséquents, voilà, et qui pour l'instant ne sont sans retour, quoi. Bon, ben, on va espérer trouver une solution dans les plus brefs délais. J'espère aussi. Oui. Frédéric Soulier, donc monsieur le maire, dans votre collectivité, justement, puisqu'on parlait d'investissements financiers conséquents, comment est-ce que vous avez réussi à réduire le coût de l'éclairage public, à réduire ou pas, le coût de l'éclairage public? Bon, c'est sûrement une vertu de la crise. Parce qu'en fait, dans ce pays, on bouge toujours quand ça va pas bien. Et finalement, cette crise de l'énergie nous appelle aussi à prendre des initiatives. Alors, nous, ça faisait déjà 3 ans qu'on avait lancé la procédure, parce que ce sont des procédures lourdes. Les dialogues compétitifs, pour changer 10 000 points lumineux, ce n'est pas des choses qui se décident comme ça du jour au lendemain. On passe tout en LED. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette décision. Mettre en place un dialogue compétitif avec l'ensemble des parties prenantes et des sachants français. Et Dieu sait que dans ce milieu-là, la France a la chance d'avoir des experts en la matière. On a choisi Bouygues parce qu'ils ont été les meilleurs, simplement, dans le cadre du dialogue compétitif, pour 10 millions d'euros. Un contrat avec des performances et des objectifs, donc des rémunérations à la clé ou pas, si les objectifs ne sont pas atteints. Donc c'est plutôt sain, c'est plutôt un challenge intéressant pour une collectivité comme la nôtre qui, avec la crise, se retrouvait avec un budget de 1 million d'euros de plus de facturation à assurer. Et donc, par définition, le moment venu, puisque ce marché de ce contrat de performance est donc passé, ces engagements de 10 millions d'euros vont être faits sur les années 23 pour partie, puisqu'on est déjà quand même très avancé sur cette année 23, tout 24 et tout 25. Donc on livrera notre opération avec une ville voilà, connectée parmi les services à la population qui seront aussi très interactifs avec une boucle LoRa, c'est-à-dire une boucle intelligente qui permettra voilà, de mesurer l'opportunité d'arroser ou pas, mesurer notre capacité aussi à vider une poubelle ou pas, 2 fois plus que la poubelle d'à côté ou pas. Enfin, la gestion du stationnement à l'instant T, savoir quel est le nombre de places de libre dans le cœur de ville, sur sa première ceinture. Donc on a une ville, ce que les anglo-saxons appellent aussi la Smart City, donc la ville intelligente qui suit aussi les besoins à l'instant T avec des applications. Donc une boucle LoRa qui nous appartient et qui nous permettra à nous, ville de Brive, de développer tout un tas de services à la population grâce au numérique, avec un service public rapide, efficace et surtout un service public qui soit vérifiable. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut vérifier si ce qu'on dit et ce qu'on fait fonctionne. Donc voilà, sur cette opération, je pense que c'est une bonne décision à la fois sur le plan de l'environnement et puis sur le plan financier, puisque c'est une opération que nous amortissons dans un délai court, avec un partenaire financier que je salue ici, la Banque des Territoires, avec M. Martinez, qui
a été très actif et partie prenante dans cette opération, avec voilà, près de 5 millions d'euros, qui nous amène à monter un dossier efficient, j'allais dire de bout en bout. Donc j'ai envie de vous dire ce matin, allons-y, accélérons dans ce sujet et trouvons aussi les moyens d'avoir un éclairage qui passerait au-delà du on ou du off. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé un bon nombre de maires en Corrèze avec cette augmentation à couper la lumière. Nous, on le fait à Brive de minuit à 5 heures. Bon, c'est un élément sur lequel on n'était pas forcément habitué, mais en fait, l'économie de 5 heures de consommation électrique nous a amené à payer, grâce à l'économie, la moitié de la facture d'augmentation. C'est-à-dire 500 000 euros de participation à l'augmentation du million d'euros. Bon, on s'en est pas privé, mais on sait que c'est pas un sujet. D'abord, parce que la lumière est un moyen de vivre. La lumière est une définition aussi du climat de la ville, de son aspect et de sa sérénité sur toutes les questions de la sûreté et de la sécurité, même si on n'a pas connu un effet depuis. Il n'y a pas un fait délictueux qui a été déclenché à cause de la coupure de la lumière. Et puis dans certains quartiers où la ville vit un peu plus qu'ailleurs, Brive est une ville de bars, de soirées, de restaurants et de boîtes de nuit, donc on s'est attaché à ce que ces quartiers-là restent aussi éclairés. Mais ça nous apprend juste une chose, c'est que demain, sans doute, avec la technologie, on arrivera aussi à varier notre lumière, à varier la qualité de la lumière, à varier l'intensité de la lumière. Donc c'est en fait un système qui va nous permettre vraiment de nous adapter à l'évolution de la ville. D'accord, et donc avec un temps d'amortissement donc court, comme vous l'avez dit, et au global, donc une optimisation des différents services donc, que vous pouvez offrir à la population en termes à la fois de sécurité, d'attractivité et de consommation économe. Donc ça permet de faire l'ensemble des tâches, si j'ai bien compris. C'est un vrai outil de pilotage. Alors financièrement, un amortissement là, avec 5 millions d'euros quand même, au-delà du prêt, mais 5,3 millions d'euros d'économie aussi programmée, hein, c'est considérable. Aujourd'hui, les maires que nous sommes, c'est pas l'investissement qui nous manque, c'est notre capacité à pouvoir dépenser l'argent dans la colonne dépenses de fonctionnement. Parce que le fonctionnement, qui c'est qui le finance? C'est la recette de fonctionnement, donc le prix du service à la population et aussi le poids de l'impôt que nous prélevons dans la poche du contribuable. Donc depuis 2018, ici, on baisse les impôts locaux. C'est aussi une donnée politique au sens propre du mot. Mais on se rend bien compte que pour la bonne maîtrise de dépenses de fonctionnement, il faut qu'on soit des bons gestionnaires. Il y avait, fut un temps, les maires bâtisseurs. Aujourd'hui, c'est des maires gestionnaires. Hein. Nous ne sommes pas autre chose que ça, avec quand même la place de l'État dans son rôle et dans ses dotations globales de fonctionnement. Brive, le train de vie de Brive a perdu 15 millions d'euros depuis 2015 sur la DGF, la dotation globale de fonctionnement, sur les économies que nous avons fait sur le chapitre 11 et le chapitre 12, qui sont les principaux chapitres de dépenses, et puis aussi sur l'impôt qu'on n'a pas prélevé, plus de 3 104 000 dans l'impôt du contribuable. Donc tout cela fait qu'il faut qu'on trouve des solutions à côté. Alors tout ça, c'est pas non plus la fin de la commune, mais c'est le début de la gestion d'une commune différente de ce qu'on a connu par le passé. Et donc il ne faut pas hésiter à trouver des outils, il ne faut pas hésiter à trouver des leviers, il ne faut pas hésiter à chercher des partenaires aussi, puis la fédération est à nos côtés aussi, non pas sur ce projet, mais sur tout ce qui est recharge de nos voitures électriques, avec une augmentation de bornes et une politique attractive pour les véhicules électriques. Le week-end prochain, on aura samedi le salon du véhicule électrique à Brive sur cet espace-là en particulier. On voit que cette tendance est partie. Donc c'est vraiment une tendance de solution. Et pour le coup, on a eu peut-être le nez creux de lancer l'opération déjà il y a déjà 3 ans et de commencer à récupérer nos fruits par un tiers de la ville d'ici la fin de l'année, un autre tiers d'ici fin 24 et le dernier tiers d'ici fin 25. Oui, maire gestionnaire, je crois que la dernière fois qu'on vous avait interrogé sur ce plateau, c'était aussi justement sur les coupures d'eau, enfin sur le réseau d'eau et la lutte justement contre les fuites, tous ces aspects-là. Donc maintenant, un autre pan qui s'ajoute, l'éclairage public pour rationaliser. Sur l'eau, avec le partenaire Suez qui est ici présent à ce carrefour des communes, il y a un engagement contractuel de 21% de préservation de la ressource, c'est-à-dire 6,6 millions de mètres cubes de prélevés en moins,
et ils sont rémunérés que s'ils atteignent l'objectif. Donc je pense que les entreprises performantes aujourd'hui peuvent aussi entendre ce dialogue, de ce dialogue compétitif entre la préservation de la ressource et la meilleure utilisation de la ressource. Vous savez, on est quand même une génération d'enfants gâtés depuis l'après-guerre. On a connu, nos aînés ont connu que des pénuries, nous on a connu que des excédents. À nous peut-être de nous ajuster entre pénurie et excédent. Il y a aussi une autre façon d'approcher, une autre façon de gérer. Bien, je vous remercie. Je me tourne désormais vers Laurent Bartuel. Donc, vous êtes le directeur de la Fédération départementale d'électricité et d'énergie, je le rappelle. Face à l'augmentation, donc, que tout le monde a souligné, bon, que tout le monde constate également, donc, des coûts de l'énergie, quelle stratégie, justement, la Fédération départementale d'électricité et d'énergie propose aux différentes collectivités? Alors, principalement, on a pris 2 actions. La première action dont on n'a pas parlé, c'est l'achat d'énergie. L'achat d'énergie, c'est une complexité qui est rentrée en France. Les collectivités, actuellement, sont obligées d'aller chercher le prix sur le marché. Le problème qu'il y a, c'est que c'est vraiment de la bourse, c'est du trader. On voit tout de suite les petites collectivités qui sont dépassées par ces modèles-là. Donc, la fédération a mis en place depuis 2016 un groupement d'achat d'énergie. Depuis 2016, c'était les tarifs verts et jaunes supérieurs à 36 kg qui étaient dans l'obligation de se mettre dans ces types de marchés. Puis est arrivé les inférieurs à 36 kg, les C5. Et on voit de plus en plus que, avec les crises énergétiques, l'augmentation du tarif de l'électricité et du gaz aussi, parce qu'on parle aussi du gaz, mais principalement de l'électricité, les collectivités, nous actuellement, on a 149 communes qui sont gérées par la fédération dans le cadre du groupement. On a 3200 points lumineux, ça coûte 22 millions par an et ainsi de suite dans un groupement d'achat de 11 départements. Et on gère 200 millions par an de fourniture d'électricité. Donc mutualiser les contrats d'énergie permet aussi de faire du volume et d'attirer les fournisseurs pour gérer leurs prix au mieux. Et on voit que maintenant les achats d'énergie, il faut les programmer à 1, 2, 3 ans. Pourquoi? Parce que le prix est moins élevé d'ici 1, 2 ans. On voit actuellement que il y a tous les filets de sécurité, les boucliers, les amortisseurs qui ont été mis en place par l'État. C'était bien à ce moment-là. On gelait à 15% l'augmentation, mais on voit depuis qu'on augmente de 10% tous les 6 mois. Et actuellement, le prix du marché est en train de faire la bascule par rapport au tarif réglementé de vente. En 2024, le prix de l'électricité pour l'éclairage public sera inférieur au tarif réglementé de vente au niveau du groupement d'achat d'énergie. Donc, et en 2025, puisqu'on a commencé à provisionner notre achat de 2025, on va être égaux. Nos prix seront égaux du TRV au niveau des bâtiments. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que mutualiser et faire du volume au niveau de l'achat d'énergie permet aux collectivités de faire une économie aussi substantielle vis-à-vis de ce fonctionnement que M. le maire citait tout à l'heure par rapport à ce budget de fonctionnement qui est très tendu au niveau des collectivités. La deuxième action, c'est l'éclairage public. L'éclairage public, la ville de Brive, c'est partie prenante pour son territoire et la fédération pour autour, parce que les communes rurales ont aussi besoin de gérer la vétusté de leur équipement. Depuis longtemps, l'éclairage public servait qu'à éclairer et on s'occupait pas trop des installations. Dorénavant, la fédération, depuis 2016, a pris cette compétence. On avait fait un diagnostic et un audit qui a conclu à 60% de vétusté sur l'éclairage public et 80% sur les armoires de commande, ce qui est énorme. Donc, il a fallu prendre le sujet à bras-le-corps et mettre de l'investissement dessus. On met à peu près 2 millions d'euros par an d'investissement sur l'éclairage public. Ce qui fait qu'au niveau des communes, et à fin 2022, on est arrivé à 40% de vétusté. C'est encore trop vis-à-vis de la crise énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé ce programme Éclairons demain, avec l'aide du département et en partenariat avec la Banque des Territoires, pour monter ce projet de 10 millions d'euros, afin que les collectivités puissent réduire leur consommation d'énergie et aussi valoriser leur éclairage public via le développement durable et l'écosystème, la biodiversité, et ainsi de suite, en mettant en place de la LED. En 2022, on avait 21% de LED. En fin 2025, quand on aura fini le programme, on sera à 58% de taux de LED, ce qui est, par rapport au modèle français, bien plus élevé. Donc, ce qui veut dire que derrière, l'économie d'énergie par an de notre programme de 2020 jusqu'à 2025, c'est 900 000 euros par an d'économie de fonctionnement sur la consommation d'énergie. C'est 4,7 gigawattheures de moins par an.
Donc ça rentre aussi dans le contrat de transition écologique du département qui permet au niveau départemental, et le syndicat de la Diège est partenaire aussi de son côté sur son territoire, fait la même chose. Donc ça permet au niveau du département de réduire cet impact énergétique au niveau de l'éclairage public, et c'était le meilleur moyen et le plus rapide pour pouvoir baisser la consommation d'énergie des collectivités. Après, ce que je peux ajouter, c'est que le fait est que fin 2025, on aura rénové l'ensemble du parc des armoires de commande, c'est-à-dire mise en place d'horloges astronomiques pour que les communes puissent couper, parce qu'il y a des communes qui ne pouvaient pas couper, alors que ailleurs, on avait besoin de couper pour réduire la consommation d'énergie. Donc, on a rénové un parc de 600 armoires d'éclairage public, plus les 15 000 points lumineux qu'on va rénover. Ça veut dire que à la fin du mandat, les élus des collectivités auront nettoyé la vétusté de tout leur parc d'éclairage public et pourront derrière s'asseoir sur une consommation d'énergie bien plus réduite qu'auparavant. Le taux de retour d'investissement, puisque in fine, la participation de la commune, c'est 27% pour sa part, avec le 15% des départements, 8% de certificats d'économie d'énergie, où on les valorise, puisque c'est des éclairages qui sont éligibles. 27%, ça veut dire que le taux de retour d'investissement, c'est 2 ans et demi. Ça veut dire que si nous, on commence à travailler on a commencé à travailler, mais en 2024, on va être dans le dur, comme la mairie de Brive, 2024-2025, fin 2025 terminé, ça veut dire qu'en 2026, le taux de retour d'investissement, puisqu'on ne commencera à les faire participer, on va dire, qu'à partir de 2025, puisque la Banque des Territoires nous avance le fonds disponible pour les travaux. Donc, on va appeler la participation des communes en 2025, ce qui permettra de réduire la consommation avant de participer. Et on leur propose une participation échelonnée. Donc, ça veut dire que la commune, finalement, va payer sa participation avec les économies d'énergie. Donc, ça sera zéro pour elle, in fine. Donc, le taux de retour d'investissement, c'est 2 ans et demi. Donc, après, oui, derrière. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Il y a beaucoup de communes qui sont intéressées. Ouais. Je ne vous le cache pas. Ouais, je vous remercie. On a beaucoup parlé justement de la ville de Brive. Je me tourne désormais vers Monsieur Martinez, Patrick Martinez, donc directeur régional de la Banque des Territoires. Justement, vous avez un projet spécifique, un projet particulier avec la ville de Brive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant d'aborder justement comment, de manière globale, vous, Banque des Territoires, vous pouvez aider l'ensemble des collectivités? Mais tout d'abord, donc ce projet spécifique avec avec la mairie de Brive. Bien, bonjour à tous. Bon, déjà, premier point, avec la ville de Brive, on a une relation autour d'Action Cœur de Ville depuis déjà plusieurs années qui permet de prendre je dirais le sujet du développement de la ville de Brive et de l'agglo dans sa totalité. Je pense que là, on va porter un éclairage, il s'agit de le dire, sur un point particulier, mais je tiens à souligner la qualité de la relation, autant sur le DevEco que sur l'aménagement du centre-ville. C'est un tout pour nous, Caisse des dépôts, Banque des Territoires, d'avoir une vision d'ensemble. Sur cette question de l'énergie, moi, je vais vous raconter une petite histoire rapidement. C'est celle finalement d'une offre qui a trouvé preneur au moment où les conditions de coût de l'énergie ont ouvert les yeux à beaucoup sur l'importance d'accélérer sur tout ce qui était déjà envisagé. Ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que la variable du coût de l'énergie en France a toujours été un point d'appui solide. On payait l'énergie à un coût assez raisonnable au regard de ce qui se passe en Europe et au niveau mondial. C'est ce qu'on appelle un avantage concurrentiel, vis-à-vis notamment des implantations d'entreprises. Quand vous étiez à 60 € le méga, on était quand même plutôt bien, et c'est grâce aussi au parc nucléaire qu'on pouvait se l'offrir. La crise ukrainienne a déclenché un certain nombre d'éléments d'augmentation des coûts d'énergie. On est passé de 60 jusqu'à 500 et au-delà euros le méga. Aujourd'hui, on revient sur des coûts plus modérés, mais ce qu'on perçoit, c'est que l'énergie, on ne la paiera plus jamais à 60. Aujourd'hui, les experts envisagent plutôt un taux moyen à 100, 120, 130 euros le méga. Donc, on a changé de paradigme. Ça veut dire qu'il est urgent aujourd'hui de faire tout ce qu'on envisageait de faire plus vite, parce que dès qu'on le fait, on s'y retrouve. Donc la question aujourd'hui que nous partageons, c'est celle d'un programme qui s'appelle chez nous Intracting et qui n'est pas qu'un sujet de financement. C'est une véritable question d'accompagnement de la performance énergétique et de la performance globalement des collectivités locales dans leur volonté de mieux maîtriser les coûts et de moderniser leur structure. Ce qu'on a fait avec la ville de Brive, c'est effectivement travailler sur le programme des 10 000 points
et de se dire que sur une durée maximale de 12 ans, on va pouvoir apporter un financement qui va être extrêmement bas, puisqu'on se parle de 0,75 de taux d'intérêt sur 12 ans, mais dans le contrat, il y a une démonstration. C'est le retour à une performance énergétique que je sais décrire par deux variables. La première, c'est que dès que vous changez, effectivement, vous commencez à changer des LED, vous avez tout de suite 63% d'économie sur ce programme. Et à terme du programme, vous aurez une baisse de 84,6% des coûts, ce qui vous ramène à une économie annuelle de 680 000 euros. Donc la question, c'est de se demander finalement pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt. Parce que moi, quand on avait cette offre en stock et que la crise énergétique n'était pas là, ben, je la proposais, mais on me dirait c'est intéressant, mais ça sera plus tard. Et là, tout d'un coup, 2022, c'est 60 millions d'euros que nous avons apportés et on est vraiment un très très bon partenariat avec la fédération, le TENAC, la fédération des syndicats d'énergie, qui sont de vrais bons partenaires, et avec des collectivités comme la ville de Brive qui a pris le sujet à bras-le-corps. Et aujourd'hui, la démonstration est faite qu'un accompagnement global, j'insiste là-dessus, sur comment on apporte du financement à une démarche de qualité qui vise la performance sur la durée. Ça, c'est notre volonté d'accompagnement des collectivités au-delà de la finance. Dernier point quand même, c'est à souligner. Vous me direz, mais c'est un taux particulièrement bas, comment vous faites? Puisqu'on est essentiellement financé, vous le savez, par les dépôts des Français sur le livret A. Mais là, on prend sur la section générale de la Caisse des dépôts. C'est-à-dire qu'on prend sur les bénéfices réalisés par la Caisse des dépôts pour les réinvestir, et donc à des taux très bas pour être incitatifs. Donc c'est comme ça que l'on pratique sur l'investissement notamment, mais c'est aussi ce qu'on va faire de plus en plus sur des questions de création de dynamique. Et là, on est clairement sur une création de dynamique. D'où les critères aussi, j'imagine, que vous dites, pour pouvoir bénéficier de ces financements. Il y a un certain cahier des charges, critères à respecter, où chacun, justement, fait un effort. Et donc, ce projet particulier, donc avec la ville de Brive, j'imagine qu'il peut aussi, cette offre, elle peut se développer aussi pour les autres collectivités. Ça ne se limite pas. Ça s'est particulièrement développé, puisque la ville de Brive a effectivement les points lumineux à gérer sur sa collectivité. Le syndicat de la Corrèze, avec le concours d'ailleurs du département que je tiens à souligner aussi, puisqu'il il subventionne le programme de plus de 10 millions d'euros sur lequel on intervient à 6,5 millions d'euros. On est aussi en partenariat. Donc, on a un accompagnement du monde urbain et du monde rural. Et ça me paraît important aussi parce que c'est une mesure d'équilibre qu'il faut pouvoir partager. Après, j'ai envie de vous dire qu'il faut quand même un peu extrapoler l'intracting sur le bâtimentaire, même si, même si sur le relamping, même si effectivement on a tout de suite des résultats spectaculaires, ce n'est que le début d'un sujet qui nous interpelle tous. C'est la confrontation à la volonté de travailler plus fortement sur la décarbonation. Aujourd'hui, les enjeux bâtimentaires, c'est 3 000 milliards d'euros qu'il va falloir qu'on commence à attaquer. Parce que si on veut véritablement diminuer le poids du CO2 produit dans ce pays, il va falloir aussi s'attaquer à la question de la rénovation, et pas que pour les logements. Donc le patrimoine des collectivités locales est particulièrement concerné par ce sujet aussi. Et c'est là qu'effectivement, nous pouvons arriver avec également des prêts de type relance verte ou qui vont permettre, dans le marché actuel, de faire, je dirais, sur 40, 50 ans, des taux à 3,4%. Bon, vous l'avez compris, on a mené une bataille au mois d'août dernier, puisque Éric Lombard, le directeur général de la Caisse, a été très présent sur le débat de la stabilisation du taux. Certes, les épargnants continuent à positionner 38 milliards depuis le début de l'année. Ça fait un encours de 550 milliards disponibles à la Caisse des dépôts pour financer les projets des Français. Mais il a fallu quand même qu'on gère cette question de stabilité du taux, puisqu'on va le maintenir à 3 points jusqu'au 1er janvier 2025, ce qui n'était jamais arrivé, puisque le taux du livret A est révisé normalement 2 fois par an. Mais ça, c'est fait évidemment pour aider le monde du logement social qui est en difficulté en ce moment lié à la crise immobilière, mais c'est aussi fait pour que les collectivités puissent s'adosser à des taux, et quand on les compare aux taux bancaires actuels, on voit bien le delta. Voilà.
Bien, je vous remercie. Donc, si, oui, Juste rajouter, si voilà, le son est revenu. Moi, je voudrais saluer quand même la nouvelle approche de la Banque du Territoire. Enfin, je ne sais pas si ça peut passer comme ça inaperçu, mais et c'est bien aussi le réveil national de la CDC et de son aptitude aussi à rester proche des collectivités. Je trouve que c'est vraiment vertueux. Monsieur Martinez le sait, mais je le dis publiquement parce que je trouve que l'approche de la CDC n'est plus une approche de banquier, mais une approche de financeur et de partenaire des collectivités. Voilà. Moi, je ne suis pas le porte-parole de la banque, évidemment, mais c'est à souligner parce que à un moment, nous les maires, on sait trop ce que c'est, hein, et quand on est aussi à la recherche d'un projet donc pour le financer, on sait très bien aussi que nos collectivités sont tendues sur le plan financier, mais finalement, elles doivent trouver des marges là aussi pour aller chercher beaucoup plus d'investissements, de capacité à investir. Donc, elles doivent être des gestionnaires de première ligne sur la dépense de fonctionnement et avoir un partenaire financier à côté qui réinjecte aussi ces bons résultats dans la capacité de la banque à accompagner les territoires. Bon, ben voilà, ça reste à souligner. C'est un point que je voulais dire juste à l'instant. Sur la partie bâtiment, vous avez là aussi un enjeu extraordinaire. D'ailleurs, la salle du Pont du Buis, qui est juste à côté, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est déshabillée de la tête aux pieds, puisqu'il nous reste que la charpente métallique. Et donc, on est bien dans cette logique d'un plan, là aussi pluriannuel, de la prise en compte de ces problématiques sur les questions de l'énergie du soleil, avec la récupération de l'eau, au-delà d'ailleurs la récupération du réuse avec les eaux usées, avec lequel partenaire nous allons partir avec Suez, là aussi contractualisé dans notre relation délégant-délégataire. Donc on voit finalement que cette crise ou que cette multiplicité de crises nous amène à réagir autrement. Et moi je trouve que c'est salvateur. Bon, le tout, c'est qu'il y ait un peu de volontarisme pour y aller et pour mettre la main dans les moteurs et pour expliquer aussi, par pédagogie, auprès de notre population, que c'est payant à 3 et à 5 ans. Et j'en finirai sur l'amortissement. Nous, on s'est posé la question de savoir si on allait chercher un banquier pour mener l'opération. Est-ce qu'on en a vraiment besoin, vu le délai court du retour sur investissement? Moi, je l'ai fait pour être partenaire avec la Banque des Territoires et pour montrer que leurs produits, alors un tracking ou pas, mais que leurs produits étaient crédibles sur le marché et qu'il fallait qu'à des moments, on ait cette complicité entre la Banque nationale, hein, appelons comme ça, mais qui est aussi une attitude sur le plan local et qui peut-être aujourd'hui, enfin, change d'approche. Et que la relation avec la Caisse des dépôts, c'est vraiment une relation de confiance sur laquelle nous avons tout intérêt là aussi à jouer main dans la main. Donc c'est aussi pour cette raison-là, mais c'est vrai que Brive s'est interrogé de savoir si ces 10 millions d'euros, elle les finançait via un prêt ou elle les finançait dans un délai court. On a pensé aussi à créer une société publique locale dédiée à l'investissement et fléchée sur l'histoire de l'éclairage. On préfère à l'agglo d'abord ouvrir aussi notre boucle LoRa à toutes les communes qui auront aussi cette possibilité de venir se plugger à cette intelligence artificielle que nous allons essayer de monter sur Brive avec cette boucle LoRa. On n'écarte pas nos collègues maires, périurbains ou ruraux, de façon à ce que nous puissions là avoir une synergie à l'échelle de l'agglo, que le projet de Brive puisse aussi servir avec un effet de levier intéressant pour les communes proches de notre territoire et sur notre territoire. Enfin, les 84% d'économie, ça ne sera pas 84% d'économie par rapport au prix du kilowattheure, mais à la consommation du kilowattheure. Et là, on tombe de 5,5 millions de mégawattheures à un peu moins de 800 000 mégawattheures. Donc, on voit que ce process est vraiment vertueux et qu'il faut accélérer sur tous les domaines de la consommation de nos énergies propres aujourd'hui et aller vers une autonomie. C'est ça l'intérêt, c'est que ça fait 60 ans que nous sommes dépendants des pays producteurs. Et on voit d'ailleurs combien les écologistes, on les entend plus d'ailleurs sur la question de l'électricité. On voit combien, grâce à eux et à leur lobby sur l'arrêt des centrales nucléaires, on voit que c'est grâce à eux qu'on paye l'énergie plus chère. Enfin, moi, c'est pas la question de faire
d'avoir une position politicienne loin, mais c'est de dire la vérité. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire, vous l'avez rappelé, elle est indispensable aussi à cette autonomie énergétique et vis-à-vis des pays producteurs, on a besoin, y compris en Europe, d'avoir sûrement une approche différente de cette maîtrise de l'énergie produite par nos centrales nucléaires. On voit que ce point-là, ne perdons pas les mémoires. Souvenons-nous que cette crise, elle génère un changement d'approche, une intelligence non pas artificielle, mais une intelligence des territoires différente, et que ce qu'on a pu nous bassiner, nous leurrer depuis quelques années sur le nucléaire, eh bien tout cela tombe. Et le nucléaire est indispensable à notre autonomie et à notre sérénité énergétique. Oui, d'un mot, s'il vous plaît. Juste effectivement une précision. En fait, on voit bien que le mix énergétique, c'est une réalité qu'il faut savoir construire. Voilà, bon, la Caisse des dépôts va être certainement attentive à la sollicitation de l'État sur la rénovation du parc nucléaire français. À la fois, la Nouvelle-Aquitaine est exemplaire en termes de production d'énergie renouvelable. On est quasiment au tiers, enfin 25 à 28% de production nationale des ENR se fait en Nouvelle-Aquitaine, et on est fiers d'être aux côtés de toutes les SEM Énergie pour avoir réussi à faire ça. Et puis, il y a un sujet qui arrive, il est déjà là et il va se développer encore plus, c'est ce qu'on appelle les boucles énergétiques locales. C'est la capacité à faire peut-être moins rêver les gens sur « vous allez voir, grâce à vos surfaces artificialisées, on va pouvoir produire et vendre ». Non, mais commençons déjà par économiser et rendre le coût de l'énergie pour le développement, notamment des activités économiques, mais également de services publics, moins onéreuse. Ça commence par ça. Ça renvoie aussi à la responsabilité locale et ça permet de construire des choses où on se dit que finalement tout ça vient du ciel. Non, commençons nous-mêmes par prendre en main ce sujet-là. Bien, je vous remercie. Donc, si on peut résumer en un, les collectivités n'ont pas le choix. En deux, il y a un retour sur investissement qui est quand même assez rapide. Et en trois, il y a des partenaires, des partenariats à nouer, donc des solutions dans le domaine de l'éclairage public, mais vous l'avez ouvert dans d'autres domaines aussi. Vous l'aviez déjà fait avant, monsieur le maire, comme on le rappelait. Merci pour tous ces échanges. Il me reste, avant de terminer, à vous remercier de votre présence. Donc, monsieur Petit, monsieur Soulier, monsieur Bartuel et monsieur Martinez, merci à vous quatre.